Aujourd'hui, je vous propose de parler coup de cœur, mais pas forcément des miens. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera pour le coup une sorte de point lecture un peu thématique. Alors, je le dis tout de suite, je ne suis absolument pas à l'origine de cette espèce de concept puisque j'avais déjà vu ce genre de vidéos sur plusieurs chaînes dont je serais bien incapable de vous citer les noms parce que mon cerveau a tout simplement décidé de ne pas retenir cette information. Donc je m'en excuse d'avance, mais si vraiment ça vous intéresse, je suis sûre qu'en allant sur YouTube et en tapant point lecture coup de cœur ou je lis leur coup de cœur, vous allez retomber sur des vidéos de ce type. Bref, vous l'aurez donc compris, ces derniers mois, j'ai mené une sorte de petite expérience personnelle puisque je me suis mis une sorte de petite contrainte entre guillemets qui était donc celle de lire enfin des romans qui avaient été des coups de cœur pour des booktubeuses, parce que oui, pour le coup il n'y a que des femmes, que je suis assidûment et dont les livres par bonheur étaient en train d'attendre sagement dans ma pile à lire. Alors je l'ai déjà dit, hein, je suis créatrice de contenu sur Booktube et pour autant je le reconnais, je suis du verbe suivre ce coup-ci. La langue française n'est vraiment pas facile parfois. Je crois que plus je l'apprends à mon fils et plus je m'en rends compte. Je disais donc que pourtant, personnellement, je regarde assidûment peu de chaînes Booktube, mais il y en a tout de même pour lesquelles je ne rate jamais la sortie d'une vidéo. Alors je ne vais pas vous parler de toutes ces chaînes que j'adore aujourd'hui puisque malheureusement, pour certaines d'entre elles, eh bien, je n'avais tout simplement pas les romans coup de cœur des personnes qui tiennent ces chaînes dans ma pile à lire et mon but n'était pas de racheter des livres mais bien d'essayer de vider ma pile à lire. J'aurais ainsi adoré lire des coups de cœur de Amélie, de la chaîne Amélie, ou encore de Floris de la chaîne Flowfly, ou encore de Caro de la chaîne Miss Carolive, parce que pour exemple, ce sont vraiment trois chaînes que j'adore et que je ne peux que vous encourager à découvrir. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais c'est vrai que pour le coup, je n'avais aucun de leurs coups de cœur dans ma pile à lire. Je me suis donc concentrée sur d'autres chaînes, et je dirais même sur trois chaînes en particulier, bien que je vais vous parler de 4 romans. Bref, cette intro est beaucoup trop longue, donc c'est parti, vous avez compris le concept. Je lis des coups de cœur d'autres booktubeuses. Et on peut dire qu'en matière de lecture aussi, tous les goûts sont dans la nature. Alors j'ai décidé de vous parler des 4 romans du jour, tout simplement dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Je vais donc commencer par le roman lu il y a le plus de temps pour terminer par celui que j'ai lu, que j'ai terminé je crois il y a une semaine. Ma petite expérience s'est étalée sur pas mal de temps puisque le premier roman dont je vais vous parler, je l'ai lu mi-février et que nous sommes actuellement début avril lorsque je tourne cette vidéo. Soit donc le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un coup de cœur de Sève de la chaîne Il est bien ce livre, je ne la présente plus, j'imagine que bon nombre d'entre vous la connaissent et c'est bien normal parce que très clairement c'est l'une des chaînes que je suis le plus assidûment, voire peut-être la chaîne pour laquelle je clique le plus vite sur la miniature des vidéos. Donc si vous la suivez, vous n'allez pas du tout être surpris par le titre de ce roman puisqu'elle en parle très souvent. Je crois que c'est vraiment l'un des coups de cœur intersidéral de toute sa vie. Et ce roman, il s'agit de La Route de Cormac McCarthy, que j'ai ici aux éditions Le Cercle Point, et qui, comme vous l'aurez deviné à la couverture, a été adapté donc en film avec entre autres Viggo Mortensen, film que je n'ai toujours pas vu. Bon alors pour ce qui est du résumé de l'histoire, ça va être très succinct parce qu'il n'y a pas grand chose finalement à en dire. Dans La Route, on va donc suivre un père qui est avec son fils, qui fuient tous les deux sur la route, dans un décor post-apocalyptique. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais a priori on est quand même dans une ambiance un peu fin du monde où tout est recouvert de cendres et où les petits groupes comme ça de survivants eh bien, doivent tout mettre en œuvre pour survivre un peu plus longtemps. C'est-à-dire trouver de la nourriture et éviter de se faire buter par les autres. On est sur un bail un peu Walking Dead, mais sans les zombies. Alors, au-delà de la vie complètement dithyrambique de Sève, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'entendais
vraiment des éloges à propos de ce roman et c'est très clairement ce qui m'avait donné envie de le lire et à la base qui m'avait donné envie de l'acheter. Malheureusement, pour moi, ce roman sera une petite déception. Je suis désolée, cette chronique ne va pas être des plus rigolotes. Alors, comme je le disais avec La Route, on est très clairement sur un roman de type post-apo, puisqu'on y suit donc ce père et ce fils qui n'ont de cesse de se déplacer dans l'espoir toujours de trouver de la nourriture et pourquoi pas un lieu paisible où pouvoir se reposer un petit peu. À aucun moment on ne sait clairement ce qui s'est passé, mais personnellement j'ai imaginé qu'il y avait peut-être une explosion, une énorme incendie, puisqu'il semble que tout soit recouvert d'une sorte de cendre, que les végétaux et les animaux soient tous ou quasiment morts. En résumé, un environnement où très sincèrement on n'aurait pas très envie de vivre. Et bien que l'intrigue et le postulat de départ soient très intéressants, malgré tout, ce roman n'a à aucun moment m'embarquer et me captiver comme je l'espérais. Pourtant, je vous promets, j'ai vraiment débuté ma lecture avec cette envie et cet espoir fou d'adorer ce titre. J'étais persuadée vraiment d'adorer cette lecture. Je m'attendais à ressentir une foule d'émotions, voire même très clairement à pleurer à chaudes larmes. Malheureusement, je vous avoue que les Kleenex n'ont pas du tout servi. Et je crois que ma plus grosse déception vient vraiment de ce point-là, c'est-à-dire du fait que j'étais persuadée que ce roman allait me faire vivre une foule d'émotions, alors qu'en réalité, je n'ai rien ressenti, ou presque. Et pourtant, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser, je vous assure qu'il y a un petit cœur qui bat très fort là-dessous. Ce qui est par contre réussi, et que pour le coup j'ai très vite ressenti, et j'ai très vite plongé dedans, c'est vraiment cette ambiance de désolation totale, de fin du monde, ainsi que ce climat de crainte, et je dirais même de peur permanente, ainsi que de lutte tout simplement pour sa survie. Et ce qui est terrible, c'est que cette peur ne vient non pas de sorte d'être un peu monstrueux comme on peut en rencontrer dans certains romans, mais bien des autres rares êtres humains survivants. L'ambiance est donc parfaitement travaillée et rend très tangible cette nouvelle réalité. Elle montre parfaitement au lecteur ce que pourrait devenir demain le monde si tout s'effaçait d'un coup. Par contre, j'ai eu un vrai problème avec le style d'écriture de Cormac McCarthy, en tout cas dans ce roman, parce que je n'ai lu que celui-là de lui pour l'instant. C'est un style que j'ai trouvé très monotone, très froid, voire même stérile par moments. Alors oui, vous allez me dire, c'est un style qui correspond complètement à l'ambiance du roman, c'est tout à fait vrai, mais malgré ça, je ne peux dire qu'autre chose que, en tant que lectrice, ce n'était vraiment pas des plus agréables à lire, et je pense très sincèrement en plus de ça que ce style très froid a complètement participé, voire été totalement à l'origine du fait que je n'ai pas réussi à ressentir toutes ces émotions auxquelles je m'attendais. Tout au long du récit, les deux protagonistes ne sont jamais personnifiés. Ils sont toujours appelés par le père, le fils ou le garçon. Et si cette façon de procéder pourrait tendre à donner à La Route une espèce de dimension d'universalité, l'histoire reste du coup très factuelle et on tombe très vite dans quelque chose de froid où l'on a une succession d'actions assez monotones qui se répètent tout le temps, ce qui donne à ce récit un côté un peu ronronnant et parfois un peu même ennuyeux, parce que par moments j'avais très clairement l'impression que l'histoire tournait en rond, et en plus ce côté, comme je le disais, froid et factuel ne permet pas, pour moi, aux émotions de s'exprimer. Je m'attendais vraiment, avant de débuter cette lecture, à y découvrir une histoire ultra poignante entre un père et son fils. Alors oui, je ne dis pas, sur la fin, c'est vrai qu'il y a une scène où les émotions transparaissent un tout petit peu, mais c'est très clairement le genre de scène qui normalement aurait dû me faire pleurer à chaudes larmes, et malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Pour une fois que je m'étais préparée mentalement à chialer comme une madeleine, mes yeux n'ont même pas perlé.
Rien, nada. On sent que le père est parfois dur avec son fils, mais c'est tout simplement parce que le monde a changé et qu'il doit le préparer à toute éventualité pour survivre. Et je comprends complètement ce point de vue, mais en tant que lectrice, j'avais besoin que par petites touches, l'auteur et du coup les personnages baissent un peu leur garde pour livrer ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils avaient sur le cœur pour être moi-même touchée. Et malheureusement, vous l'aurez compris, ça n'arrive pas. Je vous le dis, j'avais parfois l'impression que La Route était une sorte d'inventaire, de succession de scènes dans lesquelles nos deux protagonistes marchent, trouvent de la nourriture, se nourrissent, dorment et recommencent encore et encore et encore. Je trouve que c'est un roman qui manque cruellement de rebondissements, donc si vous aimez les livres dans lesquels il se passe beaucoup de choses, n'allez surtout pas vers ce titre-ci. J'imaginais vraiment lire dans La Route des scènes chocs et avec un tel contexte de monde dévasté, il y avait franchement matière et je ne vous raconterai pas les scènes terribles que j'ai pu imaginer dans ma tête avant de débuter cette lecture. Malheureusement, comme je l'ai dit, on reste sur un récit très monotone et un peu ennuyeux, d'autant plus que comme on est sur un récit très plat, on ne voit pas où l'auteur veut nous amener. À aucun moment en fait je n'ai eu de connexion émotionnelle avec les personnages et c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment adoré en apprendre plus sur ces deux persos pour pouvoir tout simplement entrer en empathie avec eux. Des protagonistes qui du coup m'ont semblé un peu unidimensionnels et qui pour moi manquaient vraiment de développement au niveau de leur passé et qui manquaient de consistance tout simplement. Pour résumer, je vais malheureusement devoir dire que pour ma part, La Route aura plutôt été une déception. Malheureusement, je crois comme bien souvent lorsque j'ai d'énormes attentes par rapport à un roman, au bout du compte, je suis souvent déçue. C'est une fois de plus le cas. Pour ma part, bien que l'ambiance fut très réussie et le contexte de base très intéressant, je crois que tout simplement la prose de Cormac McCarthy, très froide, aura eu raison de mon intérêt et m'aura complètement anesthésié le cœur et m'aura empêché de ressentir cette foule d'émotions que j'aurais vraiment adoré trouver dans ce roman. Je comprends néanmoins pourquoi ce titre fut acclamé par la critique. D'ailleurs, bon nombre de lecteurs n'hésitent pas à l'élever carrément au rang de chef-d'œuvre. Et je ne peux pas dire que c'est mal écrit, très clairement ce serait mentir, mais je crois tout simplement que ce style d'écriture ne me permet pas de ressentir des sentiments, n'est pas un style qui me convient. Pour moi, c'était trop froid. Et puis, comme je l'ai dit, d'en avoir entendu tant d'éloges, je crois que tout simplement, je m'attendais à autre chose, je m'attendais à mieux selon mes critères et ouais, je crois que juste j'en avais peut-être des attentes un peu trop élevées. Malgré tout, je sais que je tenterai d'autres romans de Cormac McCarthy pour voir déjà si c'est vraiment son style à lui que l'on retrouve dans tous ses romans ou si c'est un style qui s'est purement astreint ici pour coller au mieux à son histoire et à l'ambiance qu'il souhaitait instaurer. Je crois d'ailleurs que j'ai dans ma pile à lire qui m'attend No Country for Old Men, donc je pense que ce sera le prochain titre que je tenterai de lui. Je croise vraiment les doigts pour que, pour le coup, il ranime un petit peu mon petit cœur, hein, en tout cas beaucoup plus que dans La Route, et puis si ça ne le fait pas avec ce second roman, eh bien c'est pas grave, je laisserai tomber cet auteur. Il y en a tellement d'autres à découvrir. Et puis après tout, la lecture, c'est comme dans la vie, on ne peut pas aimer tout le monde. Ou alors, si c'est votre cas, c'est que vous avez été croisé avec un bisounours. Je suis désolée de vous l'annoncer. Et hasard du calendrier, on va dire, le second roman que j'ai lu sur cette thématique était un autre coup de cœur de Sève, qui était aussi dans ma pile à lire. C'est donc pourquoi j'ai choisi deux de ses coups de cœur. Et ce roman, là encore, si vous la suivez, vous n'allez pas être surpris parce que pareil, elle nous a rabattu les oreilles un nombre de fois incalculable avec ce titre. Et ce n'était pas pour me déplaire puisque c'est le titre de l'un de mes auteurs favoris, voire très clairement de mon auteur préféré. Et j'ai donc enfin lu
Cimetière de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors Cimetière, je pense que pratiquement tout le monde connaît l'histoire parce que c'est très clairement l'un des King les plus connus, les plus populaires. Mais bon, au cas où, je vais vous en faire un très rapide résumé. Donc dans Cimetière, on suit Lou qui déménage, qui est médecin, qui déménage avec sa famille, donc sa femme, sa fille qui a, je crois au début, quelque chose comme 5 ans, et son petit garçon de 2 ans dans une maison au fin fond du Maine parce qu'il vient d'avoir un nouveau poste de médecin à l'université pas très loin. Tout va donc à peu près pour le mieux, la maison est grande, sympathique, son seul voisin est un vieux monsieur qui vit avec sa femme, qui est là encore très très sympathique, avec qui il échange une bière pratiquement tous les soirs. Les deux maisons sont malheureusement séparées par une route sur laquelle passent très régulièrement des voitures et surtout des gros camions qui transportent des matières d'usine qui sont pas très loin. Et proche de la maison de Lou se trouve un cimetière pour animaux qui est entretenu par les enfants du coin depuis des décennies et des décennies. Et au-delà de ce cimetière pour animaux se trouve un autre cimetière, un territoire indien qui bénéficie de certaines légendes et potentiellement de certains pouvoirs un peu magiques. Et au cas où vous n'ayez jamais lu ce titre, ni jamais vu aucun film ou quoi que ce soit en rapport avec Cimetière, je vais m'arrêter là pour vous laisser un petit peu de suspense. Même si en vrai, il n'y a pas vraiment de suspense. Je pense que Cimetière est l'un, voire le dernier roman que personnellement je considère comme étant l'un des piliers de l'œuvre du King que je n'avais pas encore découvert. Je suis donc ravie d'avoir enfin pris le temps de découvrir cette histoire qui, comme à chaque fois avec King, ou presque, est une sacrée pavasse. Et je suis ravie par là même d'avoir pu exorciser une sorte de terreur que je traînais depuis l'enfance parce que, pour rappel, je n'avais jamais lu le roman, mais je me souvenais avoir vu l'adaptation, la première je pense, de ce roman en film et d'y avoir vu dedans une scène à la fin qui m'avait choquée et traumatisée et que j'ai encore parfaitement en tête. Et pour mon plus grand bonheur, cette scène n'existe pas dans le roman de base. Et je vous avoue que ça m'a pas manqué de pas la retrouver. Néanmoins, attention, même si la majeure partie de Cimetière n'est pas ce que je pourrais appeler du tout un roman d'horreur, malgré tout, je dirais que sur la fin, on a tout de même quelques scènes assez effrayantes, avec des détails assez peu ragoûtants. Donc malgré tout, parfois ça fait un peu froid dans le dos. En fait, pour moi, Cimetière est pratiquement divisé en deux moitiés égales et j'ai trouvé que la seconde partie me faisait vraiment monter d'un cran cette espèce d'horreur que Stephen King a voulu instaurer chez le lecteur. Ces deux parties m'ont apparu comme étant presque deux facettes d'une même pièce puisqu'elles sont toutes les deux très différentes mais pour autant complètement complémentaires. Toute la première moitié permet vraiment de planter le décor et l'ambiance et également de développer et d'instaurer toutes les légendes du coin et également de développer bien sûr les personnages et les liens qui les unissent. Dans Cimetière, on est finalement avec une galerie de personnages assez restreint puisque, hormis quelques personnages un peu analogues qui feront de brèves apparitions dans le roman, on va surtout suivre, comme je le disais, Louis avec sa femme Rachel, ses deux enfants qui s'appellent Ellie et Gabe, il me semble, ainsi que donc son vieux voisin Jude qui vit avec sa femme Norma que l'on va voir de temps en temps mais qui là encore n'est pas vraiment un personnage extrêmement important. Ah oui, et puis n'oublions pas non plus le personnage du chat, ce bon vieux Churchill, qui tient un rôle tout particulier. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il apparaît sur la couverture du roman. Autant dire que, aussi bien du point de vue des protagonistes que des différents lieux, on est sur un presque huis clos et je pense que le choix de King d'avoir concentré ainsi son histoire dans très peu de lieux avec très peu de personnages a vraiment participé à ce sentiment, je dirais, d'étouffement qui monte graduellement.
De plus, la petite ville de Ludlow où ils ont déménagé ainsi que les abords du cimetière semblent habités par une espèce de force un peu maléfique et en cela ça m'a beaucoup rappelé la ville de Derry qui est entre autres le lieu où se passe l'action du roman Ça, puisque Derry finalement est presque un personnage à part entière qui répond à sa propre logique et j'ai retrouvé un petit peu de ça dans le cimetière. Un petit peu de ça dans le cimetière. Oui, du coup, dans les deux sens du mot ça fonctionne. Quand je disais que le français n'était pas toujours simple, vous voyez, une fois de plus, on peut vite s'en mêler les pinceaux. J'ai aussi beaucoup aimé les deux couples de ce roman qui sont donc d'un côté Louis et Rachel et de l'autre Jude et Norma parce que j'ai ressenti beaucoup d'amour et de tendresse se dégager de leur relation même si leurs rapports ne sont pas parfaits en tout point. Je me suis particulièrement attachée à Jude et Louis qui ont une relation, une amitié masculine bien particulière au relent de filiation rêvée et cela m'a beaucoup touchée. Pour ce qui est des thématiques, Cimetière est très clairement un roman qui va traiter de la mort et par extension du deuil. Dès le départ, avant même qu'une quelconque mort puisse survenir, on aborde d'ores et déjà la thématique de la mort au travers de l'énorme angoisse que Ellie, la petite fille, ressent à l'idée qu'un jour ou l'autre, son chat adoré, Churchill, vienne à mourir. Et finalement par l'idée même de la mort, puisqu'Ellie, à ce moment-là, à un âge de, je dirais, d'à peu près 5-6 ans où grosso modo elle commence à être en capacité de comprendre certains concepts abstraits tels que la mort. Au travers de ce roman, Stephen King va donc explorer la mort sous pratiquement tous ses aspects puisque il va nous parler de cette thématique au travers de différentes religions, de différentes cultures et croyances, mais aussi de différentes, je dirais, situations puisqu'il va aborder la mort d'autrui, la mort d'un animal, la mort d'un être cher, la mort d'un proche et bien sûr également la résurrection et donc par là quelque part la négation même de la mort. Comme je le disais, on va bien sûr aussi aborder la thématique du deuil, comment il peut être vécu par différentes personnes, comment il peut affecter quelqu'un sur le long terme, comment parfois il semble impossible de faire son deuil et je dirais même comment parfois le deuil et la mort peuvent carrément conduire à la folie. Vraiment, j'ai trouvé que Stephen King abordait ces thématiques sous des angles très intéressants et également très justes et très réalistes et je pense que très clairement à ce jour c'est son roman que j'ai pu lire dans lequel la mort est aussi omniprésente. Il y parle, comme il a déjà pu le faire dans d'autres titres, du côté inéluctable et parfois arbitraire et injuste de la mort pour nous, simples mortels, pour qui parfois elle semble inconcevable. Pour ce qui est du style, on retrouve tout à fait la patte du King, je dirais même qu'on le sent presque à l'aise dans ce roman, comme si l'histoire s'était un peu construite d'elle-même sans accroc. Malgré tout, en tant que lectrice, j'ai ressenti certaines petites longueurs, surtout dans la seconde moitié. Il faut noter aussi que c'est un titre du King dans lequel il a utilisé beaucoup d'argot. Alors, ce n'est pas un procédé rare chez lui, mais j'ai trouvé que c'était particulièrement prononcé dans ce roman. C'est probablement dû au fait que Cimetière est censé se dérouler dans un petit coin de campagne et j'imagine que c'était une façon d'appuyer cet aspect de l'histoire. Sur la fin, la construction narrative se fait beaucoup plus saccadée puisque à un moment on rentre dans une sorte de course-poursuite contre la montre avec plusieurs personnages en parallèle. Alors là encore, c'est quelque chose qui n'est pas rare chez King, qu'il a déjà utilisé dans d'autres romans. C'est en tout cas un procédé qu'il utilise dans ses titres dans lesquels il veut, je dirais, instaurer une certaine part de suspense et personnellement je trouve que ce procédé fonctionne plutôt bien, en tout cas en ce qui concerne cette envie de dévorer frénétiquement les dernières pages. J'ai d'ailleurs trouvé la fin plutôt réussie. Preuve en est une fois de plus que King sait également
écrire des fins, malgré ce que certains s'époumonnent à dire, comme quoi il ne saurait absolument pas écrire des fins correctes. Ce n'est pourtant pas du tout la fin à laquelle je m'attendais, mais j'ai plutôt apprécié l'espèce de conclusion un peu douce, amère qu'elle apporte, ainsi que les questionnements qu'elle peut faire naître chez le lecteur, en tout cas qu'elle a fait naître chez moi. J'ai aussi beaucoup aimé tous les passages où il était question des croyances indiennes de ces Indiens Micmac qui ont dans cette histoire donc été chassés complètement de leur terre, même si, une fois de plus, je crois que j'aurais aimé être encore plus plongée dans ce folklore et ce passé parce que juste c'était super intéressant, que ça amenait une dimension supplémentaire au roman et que ouais, un peu plus à ce niveau-là. Perso, j'aurais pas dit non. J'ai été aussi plutôt étonnée de retrouver dans ce roman une enfant qui semble un petit peu comme ça avoir le Shining. Alors si vous avez lu Cimetière, donnez-moi votre avis. Est-ce que pour vous, Ellie a le Shining comme Dany ou pas? J'aurais plutôt tendance à dire oui, même si la question n'est pas forcément simple à trancher, je le reconnais. C'est un roman qui présente aussi des références très claires à Cujo, à Salem et à Derry, et je trouve que cela permet de bien ancrer ce titre dans le multivers du King. Par contre, il me faut noter, une fois de plus malheureusement, que la traduction française me semble très moyenne. Pour exemple, j'ai noté certaines tournures de phrases franchement approximatives et même carrément certaines expressions carrément erronées, comme si le texte avait été traduit par un traducteur automatique sans avoir été relu. C'est franchement, une fois de plus, vraiment dommage et même pénible que l'on continue à se faire du beurre sur cet auteur sans prendre le temps de respecter son travail et les lecteurs aussi par la même occasion, en se posant un petit peu pour enfin produire une traduction correcte. En résumé donc, contrairement à Sève, malheureusement Cimetière n'aura pour moi pas été un coup de cœur, et malgré le fait que je lui reconnaisse de nombreuses qualités, je pense que ce titre ne se hissera pas dans mon top 5 des romans de l'auteur. Malgré tout, cela reste tout de même un très bon roman avec quelques petites touches d'horreur plutôt bien dosées, une ambiance réussie et des personnages dont pour le coup je pense que je vais me souvenir un moment. Et puis ça me fait un King de plus à mon actif qui va de ce pas aller rejoindre ses petits copains et me rapprocher un peu plus de mon but final de lire tous les Kings. Et oui, que voulez-vous, certains ont pour but ultime dans la vie de découvrir les secrets de l'immortalité. Pour ma part, c'est juste d'avoir lu toute la bibliographie de King. L'avantage, c'est que du coup, j'ai plus de chances d'atteindre mon goal final. Le roman suivant, il s'agit d'un coup de cœur de ma copine Sab, de la chaîne Call Me Sab, qui malheureusement n'est plus active depuis plus d'1 an, je pense, tout simplement parce qu'elle n'a plus le temps de faire des vidéos. Malgré tout, c'est une amie très chère avec qui je suis toujours en contact, avec qui je co-organise et avec qui j'ai co-créé le challenge du Club des Noctambules, pour lequel, je le rappelle, Nathalie nous a rejoints dans l'organisation il y a maintenant plus d'1 an. Mais ceci est un autre sujet. J'ai donc malgré tout décidé de lire l'un de ces coups de cœur dont je me souvenais, parce qu'il traînait depuis un moment aussi dans ma pile à lire et que, je sais pas, j'avais un peu du mal à le sortir et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de prendre ce prétexte pour enfin découvrir ce roman. J'ai donc enfin lu Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Bon, je vais dire Keyes, aux éditions J'ai lu. Alors, Des fleurs pour Algernon, c'est, je dirais, un roman un peu futuriste de science-fiction dans lequel on va donc suivre au travers de son journal intime Charlie, qui est un homme d'une 30aine d'années qui est ce que l'on pourrait appeler très vulgairement un homme un peu simplet. Il a vraiment un QI très bas. Il n'a d'ailleurs pas toujours grandi avec ses parents. Aujourd'hui, il travaille dans une boulangerie où il fait un peu des tâches, vous savez, très simples, et un jour il va participer à un programme qui a pour but d'opérer les gens pour les rendre très clairement
plus intelligent. Une opération qui a donc déjà été testée sur des souris et particulièrement sur une petite souris qui s'appelle Algernon. Et au travers des yeux de Charlie, on va donc suivre toute son évolution, toute l'évolution surtout de son QI, et je ne vous en dirai pas plus. Et vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que du coup t'en as pensé? Eh bien, aïe! Je sais que ce roman a été encensé par la critique et par bon nombre de lecteurs. Malheureusement, pour ma part, je vais devoir dire que ce fut une petite déception. Copine, si tu passes par là, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Et croyez-moi, j'en suis la première déçue et peinée parce que j'avais très hâte de découvrir ce roman. J'étais vraiment curieuse de découvrir enfin cette histoire. J'attendais beaucoup de ce livre et s'il y a des choses à l'intérieur qui m'ont beaucoup plu, je dois reconnaître qu'il y a aussi d'autres éléments qui m'ont dérangée et qui n'ont pas rendu cette lecture agréable ni captivante. Tout d'abord, il faut savoir que les premiers chapitres de ce livre demandent une certaine gymnastique cérébrale puisque, eh bien, comme je l'ai dit, dans ce titre, on va donc suivre des sortes de comptes rendus / journal intime écrit par Charlie qui au tout départ a donc un QI très inférieur à la moyenne et qui par conséquent écrit comme il entend. Résultat des courses, cela correspond complètement à l'histoire et est hyper immersif, mais c'est vrai qu'en tant que lecteur, cela demande un petit moment d'adaptation pour arriver à décrypter de façon assez fluide toutes ces lignes bourrées de fautes d'orthographe avec une syntaxe plus qu'approximative. Malgré tout, même si ce style est un peu déroutant, il ne m'a pas dérangé outre mesure parce que j'ai trouvé le procédé plutôt bienvenu et intelligent et qu'il permet vraiment de facilement comprendre et voir l'évolution intellectuelle tout simplement de Charlie. Donc, hormis ce petit temps d'adaptation visuelle, j'ai beaucoup aimé le début de ce roman. La rencontre avec Charlie et sa vision assez douce et naïve du monde qui l'entoure et qui très clairement ne lui veut pas que du bien est très touchante. J'ai donc très vite eu de l'empathie pour lui et malheureusement au fur et à mesure que Charlie gagne en intelligence, je me suis progressivement détachée du personnage. En effet, en devenant de plus en plus intelligent, Charlie va également devenir de plus en plus arrogant et de moins en moins empathique avec les autres. Parce que si sa capacité de réflexion grandit de façon exponentielle, sa maturité émotionnelle et affective, elle, ne suit pas, ce qui crée du coup parfois certains décalages et certaines incompréhensions chez ce personnage. Charlie mise finalement tout sur l'intelligence et les recherches afin de comprendre ce qui lui arrive et au niveau de la narration, ça se traduit par des passages beaucoup plus froid, factuel et scientifique, qui personnellement ne me touchait pas et qui même par moments m'ennuyait un peu. De plus, je crois que j'ai été un peu déçue par le peu de moments relatifs à Algernon, qui, pour rappel, est donc cette souris. Je m'attendais aussi à ce que le lien entre Charlie et Algernon soit beaucoup plus développé, beaucoup plus fort, parce que, rappelons-le, le nom de cette souris apparaît tout de même dans le titre du roman. En fait, je crois que mon cerveau avait fantasmé peut-être une sorte de Mr. Jingle bis et du coup, cela a créé chez moi une petite déception. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas la référence, Mr. Jingle est une petite souris extrêmement attachante que l'on retrouve dans le chef-d'œuvre, parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre de Stephen King, La Ligne Verte. Pour en revenir à Algernon, je crois qu'en fait j'ai ressenti une grosse lassitude pendant toute cette période du roman où Charlie devient intelligent, pour finalement retrouver de l'intérêt sur la fin, une fin que j'ai d'ailleurs trouvée terrible mais plutôt réussie. Vous l'aurez compris, je n'aurai pas grand chose de plus à vous dire sur ce roman parce que malheureusement, l'alchimie entre lui et moi n'a pas opéré. Je comprends complètement que ce roman ait fait grand bruit et qu'il soit vraiment adoré par bon nombre de lecteurs, notamment effectivement par toute la réflexion qu'il peut apporter, mais pour ma part, je me suis beaucoup trop ennuyée dans cette lecture pour dire que j'ai aimé ce roman. J'avoue que j'avais hâte d'en voir la fin. En fait, je crois qu'il m'a peut-être manqué une dimension émotionnelle plus importante pour que je sois
perso beaucoup plus impliqués dans ma lecture. C'est ainsi. Je me souviendrai par contre longtemps, je pense, du personnage de Charlie parce que j'ai l'intime conviction que c'est effectivement le genre de personnage qui ne peut que laisser sa trace dans l'esprit du lecteur. Malgré tout, je me souviendrai aussi que ma lecture de ce roman fut assez fastidieuse, un loupé donc pour ma part. Tant pis, c'est comme ça, on ne peut pas partager les coups de cœur de tout le monde et malheureusement, vous l'aurez compris, ce roman est le deuxième flop de ce point lecture thématique. Comme quoi je peux adorer écouter certaines personnes parler bouquins et pour autant ne pas toujours avoir les mêmes goûts en termes de littérature. Ça n'enlève en rien que j'adore Séverine et Sam. Et je terminerai donc ce point lecture avec un quatrième livre qui là pour le coup est un coup de cœur. Alors je vais nuancer parce qu'en fait la booktubeuse en question a surtout eu un coup de cœur pour le tome 2 mais elle a également adoré le tome 1 et n'ayant pas lu le tome 1 il fallait bien que je le lise avant de découvrir le tome 2. Et le roman en question, il s'agit donc du manuscrit inachevé de Franck Tillier aux éditions Pocket, qui est donc le coup de cœur de Rose de la chaîne Rose Livre, ou Rosely. Non, Rose Livre je crois. Ah, je suis désolée, j'oublie tout le temps le nom de ta chaîne. Une booktubeuse qui fait des vidéos au ton vraiment particulier, elle y met beaucoup d'humour, elle est très cash et ses vidéos sont en général assez courtes mais bien écrites et bien montées, donc là encore, je ne peux que vous recommander de la découvrir. Ah oui, et pour rappel, et pour vous simplifier les choses, bien sûr, toutes les chaînes dont j'aurai parlé aujourd'hui auront leur lien juste en dessous en barre d'infos. Je suis sympa, je vous prémâche le travail. Il ne vous reste plus à vous qu'à cliquer pour découvrir tout ça. Bon alors pour ce qui est de vous faire un résumé du manuscrit inachevé, je pense que je vais vous faire quelque chose de très succinct parce que cette histoire est tellement alambiquée que je ne vais pas me risquer à vous faire un résumé trop pointu parce que je sais d'avance que je n'y arriverai pas. Donc au tout départ, on suit le fils d'un écrivain qui a retrouvé le manuscrit de son père qui était auteur, un manuscrit donc inachevé, il n'avait pas écrit la fin de l'histoire. Le fils va donc récupérer le manuscrit, écrire la fin de l'histoire, et c'est ce que nous lisons donc dans cette histoire. Vous l'aurez compris, il y a une mise en abîme, puisque dans l'histoire de ce manuscrit inachevé, on va y suivre une femme qui elle-même est écrivain, qui elle-même a écrit une histoire qui s'appelle le manuscrit inachevé, dont la fille a été kidnappée il y a de ça plusieurs années. On pense avoir mis sous les verrous le responsable, un type qui a d'ailleurs enlevé, tué, violé plein de jeunes filles. Et l'histoire commence où cette femme va devoir revenir dans le nord de la France, où sa fille a été kidnappée et où son mari continue à vivre tout seul, puisque justement son mari vient de subir une agression, qu'il est à l'hôpital et que malheureusement il a complètement perdu la mémoire. Voilà donc une fois de plus un roman dont on m'avait franchement vanté les mérites. Et j'avoue que pour le coup, je n'ai pas été déçue. En plus de ça, il y avait vraiment un moment que je n'avais pas lu de roman de Franck Tillier, alors que fut un temps pas si lointain où je l'ai dévoré très régulièrement. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Du coup, le prétexte de lire des coups de cœur d'autres chroniqueurs tombés à pic et m'a donné cette occasion, cette excuse pour découvrir ce titre, et je dois reconnaître que dès les premiers chapitres, je suis retombée accro de la Tillier Touch. C'est fou comme cet auteur a le chic pour accrocher son lecteur tout de suite, alors même que dès le départ, il nous laisse dans un flou artistique des plus totales. Malgré tout, on rentre hyper vite dans l'engrenage avec cette envie de dérouler la pelote de laine encore et encore et encore, parce que ce roman, croyez-moi, c'est une sacrée pelote de laine bien emmêlée. Ou pour être plus exact, c'est une sorte de roman à tiroir construit comme un ensemble de matrioshka qui elle-même renfermerait des pelotes ultra emmêlées. Dès le premier chapitre, Franck Tillier nous présente donc une mise en abîme qui va elle-même résonner avec une autre mise en abîme. On est vraiment en présence d'histoires dans d'autres histoires, et tout au long de ma lecture, j'avais vraiment conscience
de me faire totalement balader par l'auteur. J'ai pourtant essayé de comprendre, de raccrocher les wagons et puis j'ai fini par totalement me laisser porter parce que de toute façon je savais pertinemment qu'à la fin j'allais complètement me faire flouer. Et sans surprise, ce fut le cas parce qu'effectivement je n'avais pas vu venir le dénouement. Alors oui, on peut reprocher à ce titre de ne pas être totalement réaliste en tout point, mais sincèrement, je suis assez rapidement passée outre parce que la fin m'a apporté une logique et m'a également apporté des réponses aux questionnements que l'on se pose tout au long de l'histoire. Bon, par contre, je suis vraiment très heureuse d'avoir lu ce roman bien après sa sortie en grand format parce que la dernière page nous laisse sur un sacré cliffhanger qui m'a clairement donné envie de me jeter sur le tome suivant, ce que sans aucun doute je vais faire très rapidement. Et j'imagine la frustration des lecteurs qui ont découvert ce titre lors de sa sortie et qui par conséquent n'avaient pas moyen d'avoir la suite. D'ailleurs, pour information, donc le tome suivant et le titre Il était deux fois, que normalement je vérifiais, mais j'en suis presque sûre, j'ai dans ma pile à lire. Par contre, je tiens vraiment à avertir sur le fait qu'il faut parfois s'accrocher à ses intestins pendant cette lecture parce qu'on y aborde des thématiques très sensibles, voire tabous. Il y est beaucoup question de violence, de sévices et certains passages sont vraiment affreux à lire. Et pourtant, hein, vous le savez, je commence à en avoir lu pas mal des romans bien glauques, bien noirs, mais j'avoue que celui-ci est particulièrement gratiné en la matière. Préparez-vous parce que des détails gore, il y en a en vois-tu, en voilà. En attendant, j'ai vraiment accroché à la construction du roman ainsi qu'à l'histoire, ou plutôt aux histoires qu'il proposait. J'avais sans cesse envie de revenir dans ce roman et si je ne l'ai pas déglingué à la vitesse grand V, c'est tout simplement parce que mon quotidien et mon emploi du temps ne me le permettaient pas. La seule chose qui m'a peut-être un peu manqué dans ce titre, je dirais que c'est une certaine dose d'empathie pour les personnages. Ah oui, on y revient souvent à cette question d'empathie pour les personnages, mais que voulez-vous, je me rends compte au fur et à mesure de mes lectures que c'est un point très important pour moi. En tout cas, qui peut clairement faire basculer un roman d'une lecture bof passable à une très bonne lecture, voire un coup de cœur. J'avoue que même si j'ai beaucoup aimé ma lecture, aucun personnage n'a su me toucher, alors que c'est pourtant généralement plutôt le cas avec les personnages créés par Fontillier. En résumé donc, même si le manuscrit inachevé ne sera pas pour moi là encore un coup de cœur, ça n'en reste néanmoins une très bonne lecture qui m'a permis de renouer avec l'auteur et qui en plus de ça m'a donné très envie de découvrir le tome suivant. Un premier tome de trilogie franchement prometteur, addictif, mystérieux et divertissant qui a, je crois, tout simplement répondu à mon envie de lecture du moment. Je ne pourrai malheureusement pas vous en dire plus sur l'histoire parce que vous l'aurez deviné, cela pourrait devenir très rapidement très spoilant et ce n'est absolument pas le but. En attendant, si vous avez envie de vous faire des nœuds au cerveau, de plonger dans la noirceur humaine, alors allez-y, foncez, découvrez ce titre, je pense qu'il pourrait vraiment beaucoup vous plaire. Je crois que pour ma part, ouais, on était à ça du coup de cœur. Pas loin, mais pas encore tout à fait. Comme vous l'aurez vu donc dans cette vidéo, je n'ai malheureusement pas ressenti ce sentiment de coup de cœur intersidéral pour un roman qui a pourtant été le cas de certaines de mes compatriotes, collègues, bref de certaines autres booktubeuses que j'apprécie tout particulièrement. C'est donc pour cette raison que j'aimerais potentiellement faire une seconde édition de cette vidéo thématique en ayant l'espoir secret de pouvoir enfin partager l'un de ces coups de cœur. De mon côté, je serais vraiment curieuse de savoir si, pour vous, l'un des romans que je vous ai présenté aujourd'hui a effectivement été un coup de cœur, si vous les avez lus. Et si c'est le cas, dites-moi vraiment ce qui a permis de vous faire basculer, d'avoir cette attache particulière avec ce roman en question. Et puis, si vous n'avez jamais lu ces titres, j'espère peut-être vous avoir donné l'envie et la curiosité, justement, de potentiellement les lire un jour. Je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous et moi, normalement, nous retrouvons très vite sur cette chaîne pour la vidéo que je vous tease depuis des mois. Oui, ça y est, c'est bon,
Normalement, c'est la prochaine que je tourne. Je sais que vous avez parfaitement compris de quelle vidéo je veux parler. J'ai vraiment intérêt à me surpasser sur cette vidéo parce que depuis le temps que je vous la tease, ça risque de faire un petit peu comme moi avec certaines lectures. Vous savez, à force d'en entendre trop parler, j'en ai des attentes de dingue et du coup, je suis déçue. J'espère que ça ne fera pas la même chose pour vous avec cette vidéo. Sur ce donc, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne et en attendant, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!